On est toujours trahi par la technique. Bonsoir mesdames et messieurs. Donc, bienvenue à cette 8e et dernière conférence de l'année des Amis du Musée de l'Imprimerie. Donc j'espère que ceux d'entre vous qui avaient suivi les autres conférences en avaient été satisfaits. Peut-être que Bernard Langlois vous révélera quelques secrets sur la prochaine saison. Peut-être, ça dépend de son humeur du moment. Un panier, d'accord, un panier, très bien. Bon, alors, comme d'habitude, je rappelle que si ces conférences existent, c'est parce que les amis du musée s'en occupent sous la direction du musée de l'imprimerie, que nous n'existons que par nos adhérents et vos cotisations. Donc, j'ai des bulletins d'adhésion, surtout n'hésitez pas à les réclamer. Et puis, si vous vous demandez à quoi ça sert au total ces adhésions, ben je prendrai l'exemple le plus récent, c'est-à-dire le catalogue de l'expo Andy Warhol actuelle que les amis du musée ont financé pour le compte de notre musée préféré. Donc voilà à quoi peuvent servir nos cotisations. Et si vous n'êtes pas encore venu visiter cette expo, venez parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et il y a une fréquentation fabuleuse, c'est-à-dire que le musée enregistre plus du double de fréquentation habituelle des expos. Donc ça n'est pas sans raison. Merci. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux pour cette dernière conférence de la saison 2017-2018. Et la saison, d'ailleurs, je précise tout de suite que la saison 2018-2019 est maintenant bouclée. Le dépliant est en voie d'impression et ça commencera le 2e lundi d'octobre prochain. Et il y aura, comme d'habitude, 8 conférences. Si vous êtes sage, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Mathieu Corta. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà parce qu'il a été une des chevilles ouvrières du musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Mais lui, c'est plutôt le côté imprimerie, je pense. Donc Mathieu Corta, il est conseiller scientifique auprès du musée de l'imprimerie et de la communication graphique de Lyon. Il a travaillé à plusieurs missions, il a fait de la médiation, et alors c'était vraiment un plaisir de le suivre au travers des collections d'une permanente du musée. Et il a surtout beaucoup contribué à la refonte de la présentation qui a été effective en 2013. À part ça, son métier de base, si j'ose dire, est d'être dessinateur de caractères typographiques, et il crée régulièrement des caractères que l'on peut trouver sur son site d'ailleurs, et qui est la non pareil. C'est le nom d'un des caractères qu'il a mis au point et qu'il a développé. Et depuis 2016, et il nous fait un peu des infidélités parce qu'il est responsable, tout en étant bien sûr toujours conseiller scientifique du musée de l'imprimerie, mais depuis 2016, il est responsable du master, un nouveau master d'ailleurs, qu'il entraîne, in type design de l'ECAL. L'ECAL étant l'école d'art de Lausanne. Voilà. Et aujourd'hui, comme vous voyez, il va nous expliquer, c'est pas un ordre, mettons les points sur les i, mais c'est une façon d'expliquer comment sont arrivés toute une série de cycles, de signes, excusez-moi, je suis pas très en forme, de signes diacritiques et de points, de virgules, de points-virgules, de trémas, j'en passe, c'est des meilleurs. Et je lui laisse la parole, il saura mieux vous le dire que moi. Merci. Je vais peut-être... Est-ce que vous non. Est-ce que vous m'entendez? Il faut que j'approche encore un peu. Encore? Ah oui. Là, c'est bien. Ouh. Là, c'est peut-être un peu obscur comme ça. Surtout que moi, je vois plus rien non plus. Mais bon, ça devrait aller quand même. Oui, non, ça va. Juste là, j'ai le reflet, donc ça devrait suffire. Ouais, peut-être c'est mieux.
Donc, merci. Oui. Merci à tous d'être là. Merci aux amis, l'association des amis du musée de l'imprimerie, pour cette invitation. J'aurais dû commencer la série d'images par celle qui est sur le petit dépliant que vous avez peut-être vu, où on voit une branche d'arbre qui porte chaque feuille porte une lettre, et c'est la branche de connaissance, et dessous il y a la branche d'ignorance qui n'a aucune lettre. Parce que, bon, on va parler donc d'écriture. L'écriture étant un moyen de conserver, premièrement, et de diffuser la connaissance, qui permet de penser plus loin. Quelques chiffres pour débuter, que j'ai glanés dans un magazine la semaine dernière. Un peu effrayants, les chiffres. Donc, 82% des collégiens américains ne distinguent pas un contenu publicitaire d'un contenu journalistique. Il y a 2,5 millions d'illettrés en France. 60% sont des hommes et plus de la moitié ont plus de 45 ans. Ça, c'est peut-être plutôt réjouissant, d'une certaine manière, de dire que ça va mieux pour les générations plus jeunes. 50% d'entre eux exercent une activité professionnelle et ne semblent pas autrement gênés par le fait de ne pas savoir lire. Et, assez important, 80% parlaient exclusivement français à l'âge de 5 ans. Donc le bilinguisme n'est pas à mettre en cause. Du côté de l'Italie, un tiers des Italiens sont des analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils arrivent à lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc voilà, bon, quelques chiffres un peu effrayants pour dire qu'il y a encore du boulot. Toujours est-il qu'aujourd'hui, malgré cela, on vit dans un monde où l'écrit n'a jamais été aussi présent. Donc 560 milliards de SMS échangés par an ces dernières années, 270 milliards de courriels. Sur Internet ou sur un téléphone portable, c'est-à-dire sur écran. Donc vous verrez, les images que je montrerai viendront assez peu du monde du livre. Car l'écrit est omniprésent aujourd'hui, mais peut-être pas surtout, mais de plus en plus sur écran. Et ça a une influence sur notre façon de lire et de voir l'écrit. Par exemple, si je vous montre ceci, vous allez me dire que c'est quelque chose de vide. Oui, parce que la plupart d'entre nous, on fait référence à ça, une feuille blanche, vide. Si vous demandez à des enfants ou à des gens qui passent plus de temps sur des écrans que sur du papier, ça c'est vide. C'est pas une pleine surface blanche qui est le vide, c'est une pleine surface noire. Et on retombe de cette manière l'époque d'avant la diffusion de l'écrit, où le vide, c'était le ciel noir de la nuit. C'était pas une page blanche qui est devenue notre symbole du vide pour aujourd'hui. Le vide est très important dans le dessin des lettres, car c'est lui qui crée le texte. Quand on rajoute du vide dans un texte, on peut faire quelques jeux de mots pour changer le sens. L'abondance devient la bonasse. On peut créer des mots, et même basiquement, ce sont les vides entre les lettres qui forment le texte lui-même. En fait, ce qu'on lit, ce ne sont pas les lettres, ce sont les vides entre les lettres. Et donc ce qu'on appelle les contreformes. C'est beaucoup plus difficile d'espacer correctement une police de caractères quand on la dessine que de dessiner les lettres elles-mêmes. Des très belles lettres mal espacées seront moins lisibles que des lettres un peu toutes vilaines, mais correctement espacées. Donc ça nous rapproche de la sculpture sur pierre. Vous avez un bloc et vous retirez de la matière. Et on dit généralement en dessin de caractère qu'il y a des créateurs calligraphes qui travaillent plutôt à partir de la ligne et des créateurs architectes qui travaillent plutôt à partir de masse, de volume. Je me situerais personnellement plutôt dans ce deuxième groupe. Et donc travailler avec les contreformes, ça peut bien fonctionner, mais c'est difficile. Ici, vous avez une photographie d'une enseigne faite maison, prise à Bruxelles, où on voit que, par exemple, pour le A de stationnement, ou le O, le R et le D de interdit, c'est
intellectuellement, c'est difficile de travailler avec les vides uniquement. On voit que la personne c'est très charmant, mais on voit qu'il ne maîtrisait pas très bien son sujet. Il y a un peu beaucoup de contours qui apparaissent et de masse. Le A apparaît, donc ton stationnement apparaît en négatif. La gestion des espaces, donc, c'est l'essentiel de la part du dessin de caractère et une bonne part du graphisme aussi. Ici, sur un monument aux morts, un pauvre combattant avait sa photo un peu plus grande que les autres. Donc, ils l'ont casé comme ils ont pu. Pourquoi pas, on fait comme on peut. Parfois, on n'a pas la place, mais on fait quand même. Ici, rue des Tables Claudiennes à Lyon, on dépasse du cartouche. Et bon, ça ira. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est beaucoup plus sensible quand il y a un problème dans un alignement horizontal. Ici, c'est rue d'Enfer Rochereau. Voilà, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand une lettre n'est pas à la même hauteur, assez mystérieusement ici, parce qu'il y a la place. Quand une lettre n'est pas à la bonne place, c'est très dérangeant. Quand c'est sur des espaces verticaux, bon là c'est un cas extrême, c'est moins choquant. Bon, visiblement, c'est de nouveau à Bruxelles, le français, bon, pour ce mot-là, pour cette série de mots, prend beaucoup moins de place que le flamand. Donc le flamand s'est vu resserré de force à l'intérieur et le français a l'air de s'évaporer dans la ligne. Ces questions d'horizontale et de verticale, on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, généralement, quand on force le texte à rentrer dans un espace pour lequel il n'est pas conçu, ça ne marche pas bien. Voilà, ce DES perdu là au milieu. Donc ceci est à Montbéliard. Et aussi une chose, ce n'est pas un problème moderne. Voilà, dans cet ouvrage, le titre, visiblement, est un petit peu serré. A du mal à tenir sur cette ligne. Même si il y a quand même une question moderne d'époque qui a à faire là-dedans, typiquement cette page-ci. Alors, la plupart des images sont soit prises dans la rue, soit viennent des collections du musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Si jamais vous voulez les récupérer, ils les ont. Voilà. 1984, assez typique de 1984, où on voit que les lettres sont extrêmement serrées. Pourquoi typique de 1984 ? C'est typique des années 70 et 80 en général, comme cette publicité également. Une publicité pour la photocomposition, qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une technique qui permet de faire des approches très très serrées. On n'est plus limité par le plomb, et donc on peut resserrer les vides entre les lettres. Et disons c'était possible, c'était finalement possible, donc les dessinateurs en ont profité, et une tendance générale au resserrement de tous les espacements dans les années 70 et 80. Ça s'est un peu poursuivi. Bon, après, on est revenu à des choses plus classiques, on va dire, mais ça s'est un peu poursuivi. Ici, je n'ai plus l'adresse, mais c'est dans le 6e arrondissement. C'est Courviton. Des lettres gravées, visiblement trop serrées. Le ITT de Viton, c'est plus qu'une seule lettre. Voilà. Je pense que l'entrepreneur de l'immeuble a dû payer bien cher pour faire graver ça. Et bon, de mon avis, c'est assez désastreux. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, le V de Rivoli passe par-dessus le O. C'est donc une chose qui est possible grâce à la photocomposition. Vous avez ici de la publicité pour cette technique. On peut tout faire. C'est fantastique. Un seul disque peut contenir 16 séries de caractères. On peut les composer en colonne oblique. On a 12 corps, etc. C'est fantastique. Et vous avez ici, je ne sais pas si j'ai la souris, voilà, overlapping characters. On peut les faire se passer les uns sur les autres. Ce qui était faisable mais compliqué en plomb. Du coup, pourquoi se gêner maintenant que c'est facile ? Ce genre de choses ici est appelé overlapping characters. En français, on appelle ça du crénage. Le principe du crénage, c'est voilà, quand vous espacez ces lettres-là,
par exemple. C'est assez simple, que ça soit à gauche ou à droite, c'est vertical. Donc vous laissez un petit peu d'espace de chaque côté, et voilà, vous faites un espacement régulier sans problème. Il suffit de laisser un peu de vide à gauche et à droite. Bon. Quand vous avez des lettres avec des obliques, comme un A, pour ne pas casser le rythme, voilà, vous laissez le minimum d'espace possible. Je ne sais pas s'il est... Est-ce que les lignes... Oui, les lignes rouges sont assez visibles. Le problème est, voilà, si dans votre composition, vous avez un A suivi d'un V, bah, ça crée un blanc trop grand entre les deux. Donc, le crénage consiste à corriger ce blanc. Si un A est suivi d'un V, la police de caractère en photocomposition ou numérique corrige ça. Voilà. On programme la police pour corriger ce genre de choses. Il ne faut pas trop le faire. Par exemple, ici, VA est surcorrigé. C'est-à-dire qu'il y a un océan entre le A et le N, alors que le V et le A sont presque collés. Alors, il faut garder un peu de mesure dans ce genre de choses. Et le faire intelligemment. Par exemple, ici, je trouve assez bien réussi ce place de l'église qui se trouve à Lantilly, où on voit que l'apostrophe passe à l'intérieur du L très légèrement. Ça ne fait pas un trop grand vide dans cette ligne. Bon. Ça, vous verrez des fois, j'ai des transitions d'un sujet à l'autre un peu douteuses. Là, ça se passe plutôt bien parce que cette plaque, par contre, a un petit problème qui devrait froisser les typographes qui sont dans la salle, c'est qu'il manque un accent à église, qui prend un accent aigu. C'est une longue tradition de ne pas accentuer en français, mais ça peut poser des problèmes d'interprétation. S'agit-il de la Maison des Médailles, rue Burdeau, ou de la Maison des Médaillés, qui c'est une plaque en l'honneur de médaillés olympiques. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas trop de doute pour celle-là. Alors que, techniquement, en gravure sur pierre, on peut très bien accentuer, comme ce magnifique gémissant du cimetière du Père-Lachaise. Souvent, c'est une question de bonne volonté. Là, on a quand même une enseigne assez bricolée, mais on a fait l'effort de mettre un accent aigu sur le mot marché. Par contre, un peu plus bas, déco, bah non. On a espace déco, et je ne sais pas si vous le voyez, il est vraiment tout en bas. Je me suis perdu. Alors que, en trichant un peu, ça peut rentrer. Ici, c'est à Marseille. Le E de beauté a été descendu légèrement pour placer l'accent aigu. Parce que si cabote, bon, ça peut créer des problèmes de lecture. Cette absence d'accent vient en grande partie des machines à écrire. Ici, vous avez une machine à écrire Oliver, une des premières où on voit ce qu'on est en train de frapper. Mais voilà, un clavier de machine à écrire n'offre pas énormément de possibilités. Vous ne pouvez pas avoir un très grand nombre de touches. Donc, très souvent, les accents ont été éliminés des claviers. Et bon, ça marche aussi. En français, il n'y a pas trop de problèmes. Donc voilà. Dans les polices de caractère, même police de caractère typographique, qui s'inspire, qui imite les machines à écrire, on a aussi éliminé les accents. Mais voilà, toujours problème d'interprétation. Les criminels seront juges ou jugés. Voilà, les internes dénoncent le beurre sale ou les internés. C'est pas tout à fait la même chose dans un hôpital. Un roman illustré n'a rien à voir avec un roman illustre. Et des parents indignes et des enfants sinistres ne sont pas des parents indignés et des enfants sinistrés. En français, c'est peu gênant. Vous avez cette magnifique, ce pauvre joueur de hockey, Miroslav Chatan. Normalement, il doit avoir un hat-check, un circonflexe retourné sur le S de son nom. Mais bon, voilà, quand il est allé jouer au Canada, il a perdu son accent et est devenu Satan.
d'un coup. Bon, ça doit impressionner l'autre équipe, peut-être. Donc, les accents sont, pour une grande partie d'entre eux, une invention du XVe siècle ou du XVIe siècle, à l'époque où il y avait... Voilà, l'imprimerie est une nouveauté, il y a un bouillonnement de volonté de réforme de l'écrit qui se stabilise au XVIIe et XVIIIe siècle et qui se cristallise au XIXe siècle et qui maintenant est difficile à changer, aussi simplement par le nombre de locuteurs. C'est très facile quand vous avez 10% de la population qui sait lire de changer leurs habitudes. Aujourd'hui, ça implique beaucoup plus de monde. Le plus ancien des accents date du Xe siècle. Il réglait ce petit problème-là. Voilà, en latin, un mot comme minimum. En gothique textura, c'est une série de barres. Il suffit que ça soit écrit petit et un peu mal pour qu'on n'arrive plus à lire. Par l'adjonction de points, ça devient déjà beaucoup plus lisible. D'où l'expression « mettre les points sur les i » qui parlait de moines qui commençaient de pointer leur i pour ajouter en lisibilité. Ça a mis longtemps à rentrer dans les mœurs. Apparemment, je n'ai qu'une seule source qui donne cette information, je n'ai pas pu la vérifier. Napoléon Bonaparte ne mettait jamais de points sur les i et avait un secrétaire dont la fonction était de pointer les i et de mettre les virgules et les apostrophes, de faire la piétaille. Mais en tout cas, c'était encore au XVIIIe siècle, il y a de nombreux auteurs qui disaient que le point du i, c'est... Voilà, quand c'est imprimé, d'accord, mais quand on écrit à la main, on s'en passe très bien. À noter que l'expression existe aussi en anglais et est complétée de barrer les T, de mettre une barre au T. En principe, le point du i se met uniquement sur les minuscules, mais on en trouve beaucoup sur des capitales. Très souvent, quand les enseignes ou quand les textes sont faits de façon vernaculaire, pas par des professionnels, ici un magasin d'antiquités, mais parfois aussi dans des gravures on ne peut plus maîtriser, on a des points sur les i qui apparaissent sur des capitales. Parfois, c'est pas le bon accent. Ou alors, cette enseigne pratique la réforme orthographique de 1990. Je ne sais pas quand ça a été peint, je pense que c'est plus ancien que ça, mais on a un point sur le i et pas un circonflexe. Parfois, on peut se demander, ici, pour cet exemple à Saint-Étienne, est-ce que c'est une erreur ou pas? Il faut dire qu'un circonflexe sur ce i-là rentrerait dans le t et serait un peu problématique. Le circonflexe, justement, qui est un accent français par excellence. Dans le français de la Renaissance, le français oral, on pratiquait encore les voyelles courtes et les voyelles longues. Âge, grâce, rôle et extrême. Il y avait une différence sonore de longueur de voyelles qui a disparu à peu près totalement en français d'aujourd'hui, qui existe encore par exemple en anglais, ce qui fait que parfois des francophones ont du mal de différencier sheep et sheep, alors que ce sont deux mots clairement différents en anglais. Donc ces accents, à partir du XVIe siècle, on commence de les ces doubles lettres, on commence à les remplacer pour des questions d'économie, de place, de temps, quand on écrit, par un accent qui est le circonflexe. Ce genre de réforme orthographique se passe dans le cadre d'une réforme religieuse. Ici, vous avez la Bible de Luther, car les Bibles sont donc, par les protestants, sont traduites dans les langues vernaculaires, ici l'allemand ou le français, différentes, dans l'idée de rendre les textes accessibles. Et également, dans cette idée de rendre les textes accessibles à tout un chacun, il y a une idée de faire des orthographes plus phonétiques, plus simples. Mais à noter en passant que les réformés religieux ne sont pas nécessairement les réformateurs de l'orthographe. Ça ne se recoupe pas. Au contraire, c'est un beau mélange. Mais en tout cas, ces questions sont débattues. Donc, le circonflexe fait très lentement son chemin. Je vous conseille la lecture d'un livre de Bernard Cerchilini
qui s'appelle L'accent du souvenir, qui raconte l'histoire du circonflexe. C'est un très beau roman. On peut voir donc, par exemple, que dans cet arrêt du Conseil d'État du Roi de 1771, le circonflexe est absent. Quelques années plus tard, il est là. Pour un autre usage que la double lettre, on a un arrêt du Conseil d'État également. Bon, si on regarde en détail, vous voyez peut-être un petit problème. C'est que ce n'est pas un circonflexe, c'est un V d'un caractère plus petit retourné sur la lettre pour simuler un circonflexe. Probablement l'imprimeur n'en avait plus et a bricolé une solution. 70 ans plus tard, c'est encore le cas en 1822. Voilà, le circonflexe est toujours un V retourné. Là, on peut imaginer, comme c'est une page de titre, que l'imprimeur n'avait pas nécessairement ce signe-là dans ce corps-là et ce caractère-là. Il l'avait peut-être pour des caractères de texte. Donc, l'autre usage qu'on avait dans arrêt correspond des S, comme dans cette série de mots, out, tête, hospitalier, forêt, déjà, déjeuner, étincelle et méchant, qui n'étaient déjà plus prononcés vers l'an 1000. On sait de différentes sources qui se recoupent que c'était des lettres silencieuses. Et comment les gens le savaient qu'il ne fallait pas les prononcer? Toute personne qui lit le français aujourd'hui sait qu'une consonne à la fin d'un mot, généralement, il y a des exceptions, généralement la dernière consonne à la fin d'un mot n'est pas prononcée. Jusqu'au XVIIIe siècle, on pratiquait également le fait qu'une consonne à l'intérieur, à la fin d'une syllabe, la dernière consonne à la fin d'une syllabe n'est pas prononcée. Si on prend l'exemple hospitalier, donc on a hospitalier, chaque syllabe qui se termine par une consonne, la consonne n'est pas prononcée, donc hôpitalier et non pas hospitalière ou lière. Forêt, là que les deux consonnes restent silencieuses. Mais voilà, au fin XVIIe siècle et XVIIIe siècle, l'alphabétisation progresse énormément et les nouveaux lecteurs ne sont pas forcément des érudits qui connaissent le latin. Et ils commencent à faire ce que de plus en plus de gens font aujourd'hui. Quand on tombe sur un mot qu'on ne connaît pas, on fait confiance à l'écrit et on le prononce comme il est écrit. Et du coup, des gens commençaient à prononcer oust, aoust ou déjà, de rajouter des S silencieux. Donc, pour éviter qu'ils se trompent, on a utilisé également un circonflexe pour ne pas complètement éliminer ce S. Et c'est d'où le titre du livre de M. Cerchilini, c'est-à-dire que le circonflexe est un accent du souvenir. Il porte le souvenir d'un S disparu. Bon, c'est assez poétique. Mais parfois, c'est aussi un accent aigu qui a remplacé le S disparu. Mais entre-temps, certains mots étaient déjà passés dans le langage courant avec le S prononcé, comme festoyer, festival, esprit ou admonester, qui jusqu'au XVIIe siècle se prononçait donc fétoyer, fétival, épris et admonester, ce qui paraîtrait un peu étrange aujourd'hui. Le problème reste aujourd'hui où on a tendance à prononcer donc des lettres quand on ne sait pas trop. Le legs du sculpteur au dompteur, un hymne aux oignons. Également, le lait du sculpteur au dompteur est un hymne aux oignons, dans la prononciation classique. Certains plus ou moins passés dans le langage courant, comme leg, sculpteur, de mon expérience personnelle, disons, c'est peut-être moitié-moitié. Dompteur, alors là, de moins en moins de gens disent dompteur. Hymne, là aussi, le M est systématiquement prononcé. Et oignon, ça c'est très lyonnais. Mais en dehors de Lyon, je ne sais pas. Je pense qu'en écoutant des Lyonnais parler, il y a un petit biais, disons. Ce genre de lettres silencieuses a également été utilisé à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, surtout au début du XIXe avec la restauration aristocratique, pour repérer les faux nobles,
qui essayaient de se faire passer pour des membres de la noblesse, mais qui ne l'étaient pas. Toute cette série de noms de la noblesse française, grande noblesse, ne se prononcent pas comme ils s'écrivent. Si on voulait les écrire d'une façon phonétique, ça ressemblerait plutôt à ceci. Guise, Crouy, Castres, Breuil, La Trimouille, Talleyrand, Stel et Ré. Le cardinal de Ré. D'ailleurs, il y a une île qui s'appelle comme ça. Ça correspond à l'île de Ré, qui s'écrivait R-E-T-Z à l'origine. Le circonflexe a également été utilisé, pour terminer avec lui, pour une nuance sonore que probablement la plupart d'entre vous ne font pas, parce qu'à Lyon, on ne la fait pas vraiment. Moi, comme je viens du Jura suisse, donc des parlers de l'Est, ça se fait encore entre patte et pâte, entre maître et maître. C'est cet allongement de la syllabe. Grâce, grâce, Pâques et Pâques. Peut-être le Pâques est plus courant encore. Donc, ce circonflexe. L'étymologie du mot circumflexus, c'est du latin. Traduction littérale du grec périspoméné. Et en grec, le périspoméné, c'est ce signe-là, qui s'appelle une tilde en français, qui est une lettre française dans ce mot-là, uniquement, selon le dictionnaire de l'Académie. Mais c'est un mot qui accepte deux orthographes. Généralement, on le voit plutôt écrit comme ça, un canyon. Donc on trouve sur le N. Et le fait que ça soit une lettre française ou non peut avoir une grande question par rapport, par exemple, pour ce couple du Finistère qui a attaqué en justice la préfecture parce qu'ils ont refusé le nom de leur petit bébé que vous voyez là, qu'ils voulaient appeler Fanche. Nom typiquement breton, donc français, mais qui prend une tilde sur le N. Ils ont eu gain de cause le 15 mai 2017. Grâce, donc, la préfecture avait refusé le nom parce que le N tilde n'apparaît pas dans l'alphabet français selon la circulaire du 23 avril 2014. Mais ils ont eu gain de cause car l'article 75.1 de la Constitution indique que les langues régionales sont reconnues comme appartenant au patrimoine. Donc, ils ont eu leur tilde pour le nom Fanche qui signifie François. Si vous ne mettez pas le tilde, ça se prononce Fanch. Et en mettant le tilde, ça devient Fanche. Donc maintenant, si vous voulez utiliser des tildes pour nommer vos enfants, c'est possible. À condition, je pense qu'elles sont un nom breton. Les François, d'ailleurs, qui ont régulièrement ce problème dans leur adresse de courriel, c'est que le cédit, on ne peut pas mettre de cédit. Donc, nous y venons à cette cédit. Cédit, un accent typiquement français. On y tient. On corrige. Vous avez une enseigne parisienne corrigée, mais qui est un accent d'importation, qui vient du catalan. L'ancienne façon d'écrire le mot leçon, qui se prononçait d'ailleurs plutôt letson, c'était un C suivi d'un Z. Plutôt que de mettre un grand Z après le C, un Z de cette forme gothique rotunda, on peut le mettre à l'intérieur de la lettre ou dessous, qui donne ceci, qu'on peut ensuite réduire pour arriver à la cédille, donc qui n'est plus d'usage en Catalogne aujourd'hui, sauf quelques exceptions. Plus d'usage en espagnol, disons, mais en catalan, oui, que je pense. Mais par contre, très important, en français. Voilà, on insiste bien. Parce que si on l'oublie, c'est plus si charmant que ça comme nom. Donc vous avez le logo de la ville de Besançon. Quand on l'oublie, voilà. Ça donne des entreprises de maconnerie. Autre lettre typiquement française. Ici, vous avez le mot bœuf, dans lequel cette lettre manque. Car normalement, le O et le E sont une seule lettre. Le mot œil est composé de 3 lettres. Le OE, le I et le L. Donc s'il se trouve en début de phrase, les deux passent
en capitale. Ça correspond dans le langage courant à ces mots-là, mais attention évidemment, les corrections automatiques, ce ne sont pas tous les cas de OE. Il y a certains mots comme coefficient, quand on les prononce séparément simplement, moelle ou coercitif, où ils sont séparés. Ce OE, cette paire OE, se trouve également en allemand, où elle devient le son E. Traditionnellement, c'est un O suivi d'un E ou d'un petit E au-dessus de la lettre ou là à la moitié intégrée à la lettre. Voilà. Orthographe à l'ancienne ou alors version très moderne, orthographe moderne. Sur le O et sur le A. Ce qui fait que les germanophones, si vous avez l'occasion de croiser des Allemands, demandez-leur de prononcer Citroën, vous verrez, ça sera très drôle. Ils n'ont aucune idée qu'est-ce que vient faire un tréma sur un E, parce que c'est censé remplacer un E pour eux. Donc généralement, ça tourne autour de Citroën ou des choses comme ça. Ils sont très perplexes devant ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tréma, pour des francophones non, mais pour des anglophones, c'est souvent perçu comme très germanique, comme signe. Alors, vous rajoutez des trémas dans un texte, ça aura l'air allemand. Ce qui nous amène au Metal Umlaut, également appelé Rock Dots, qui est une mode lancée par ce groupe de heavy metal Motorhead, qui voulait se donner un petit côté germanique, et qui donc ont rajouté un tréma, ça ne se prononce pas Motorhead, mais Motorhead. Ils sont américains, je crois, ou anglais, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un tréma esthétique. Et ils ont lancé toute une mode chez les groupes de rock un peu costaud, heavy metal, où vous avez des accents qui apparaissent, des trémas, ça et là, souvent avec des caractères gothiques assez rugueux, on va dire. Même sur des noms espagnols. Bon, généralement, il y a l'esthétique qui va avec. Bon, ça permet aussi de cacher d'autres mots à l'intérieur. Parfois, certains vont même jusqu'à mettre des trémas sur des consonnes. Pourquoi pas? Triplé. 3 points au lieu de 2. Et on est dans la surenchère. Là, pour le coup, c'est un mot allemand. Parfois, des musiciens ou groupes qui n'ont rien de heavy metal, comme Lady Gaga, qui a également utilisé un tréma, ou vraiment rien du tout de heavy metal, comme ce groupe de flûtistes ukrainiennes, qui, alors, bon, je ne sais pas trop pourquoi, se récupère un tréma dans un lettrage qui fait plutôt irlandais dans le style. Bon, une espèce de grand mélange postmoderne, on va dire. Donc, c'est une certaine liberté formelle. Liberté formelle que, malgré les apparences, l'Académie française laisse également, comme ce terrible mot, qu'on ne sait jamais comment orthographier. Et on prononce, bien sûr, tout le monde prononce événement. Il n'y a aucun cas de prononciation événement. Et pourtant, la deuxième ligne est l'orthographe officielle. Il y a eu des tentatives. Ce que tout le monde fait dans une dictée à l'école quand on ne sait pas. On espère que le prof sera gentil. Et on met ceci. Ça a été proposé très sérieusement par la famille Didot au début du 19e siècle. Ça n'a pas été accepté par l'Académie française. Il y a eu quelques livres publiés avec ça. En passant, cet accent, vous savez comment ça s'appelle? Cet accent plat? Un Macron. Bon. Donc la version officielle, c'est 2 accents aigus. La prononciation événement n'a jamais existé. Pourquoi s'agit-il de 2 accents aigus? Il semblerait, d'après la chose la plus plausible, dans la première édition du dictionnaire de l'Académie française, le mot événement apparaît en bas de page. Probablement le compositeur qui a composé cette page n'avait plus de E accent grave. Donc il a mis un E accent aigu en se disant que ça allait être corrigé dans les occurrences suivantes. En l'occurrence, la page suivante, semble-t-il, le mot apparaît avec l'accent grave, mais voilà, celui de référence apparaît avec l'accent aigu.
c'est devenu la règle, c'est l'ouvrage de référence, et c'est resté. Ça permet de montrer sa culture en utilisant le bon, bien qu'aujourd'hui donc les deux soient acceptés. Donc voilà, si on en vient aux questions des réformes de l'orthographe, c'est quelque chose de, on le sait tous très bien, ça ne marche jamais, ça ne prend jamais vraiment. On discutait encore l'année dernière de choses qui semblaient avoir été réglées en 1990, mais qui ne le sont toujours pas. C'est quelque chose de très intime. Les réformes d'orthographe, parce que ça touche à la langue et à l'écrit, et à l'identité. Et d'autant plus que la formation des identités nationales, on va dire, s'est fait parallèlement à la formation d'identité graphique nationale, la forme de l'écriture, de style typographique. Je prendrai comme exemple, bien que ça soit moins le cas aujourd'hui, l'histoire d'un type de caractère. Donc vous avez cette page-ci qui a été écrite par Gianfrancesco Poggio Bracciolini, scribe italien, secrétaire du pape Jean XXIII. Donc c'était Jean XXIII au XIIIe siècle, pas le Jean XXIII du XXe. En fait, il y a eu un concile à Constance. À l'époque, il y avait plusieurs papes. Le Jean XXIII a été rayé de la liste comme antipape, donc le numéro était toujours disponible, était de nouveau disponible. Donc destitué au concile de Constance, nous avons son secrétaire Poggio Bracciolini qui se trouve donc à Constance dans le sud de l'Allemagne, qui commence qui visite les monastères alentours à la recherche d'anciens manuscrits et qui redécouvre un manuscrit très important dont on n'avait plus de source directe, qui est des Rerum Natura de Lucrèce, donc un texte qui dit que le monde est composé d'atomes. Bon, voilà, c'est un grand bouleversement. Et il retrouve également des textes qu'il attribue à la Rome antique par erreur, qui datent en fait de l'époque carolingienne, qu'il recopie dans ce style-là en l'améliorant un peu. Et ben voilà, il invente un nouveau style qui est à la mode au XIVe et au XVe siècle chez les humanistes italiens. Des lettres claires, bien séparées, pour nous beaucoup plus lisibles que, je ne sais pas si j'avais mis une image, beaucoup plus lisibles que des caractères gothiques extrêmement condensés et noirs qu'on a maintenant. Et donc bon, ça se développe. Ce style de caractère se développe, il a un grand succès. Chose à remarquer, c'est que de tous les écrits qui sont restés de ces humanistes qui voulaient promouvoir cette nouvelle écriture, tous reconnaissaient être presbytes. Donc peut-être s'ils avaient eu une bonne vue, on aurait toujours des caractères gothiques aujourd'hui. Toujours est-il que donc, l'un de ses amis, dont les parents n'étaient pas très imaginatifs, Niccolò Niccoli, reprend ce style, le penche légèrement et en accélère le rythme, donne un style cursif. L'un et l'autre seront tournés pour Poggio Bracciolini, ça deviendra les caractères romains, et pour Niccolò Niccoli, ce qu'on appelle l'italique. Ici, gravé pour devenir des caractères typographiques en 1500, par le graveur Arrighi pour Aldmanus. Et donc c'est l'italique typographique qui au départ, alors voilà, les premiers italiques, il y a une phase d'expérimentation, de plus grande richesse formelle, on va dire. Ici, vous voyez que les capitales restent droites. Seuls les minuscules sont penchés. Ici, vous voyez que Taliente s'amuse un peu avec. Il le penche dans l'autre sens, par exemple. Mais assez rapidement, en fait, ce style va devenir un style national italien, comme dans ce très joli petit livre, le Galatée, qui est un manuel de savoir-vivre, où vous avez à gauche une colonne en français avec des caractères de civilité, une lettre française. La deuxième colonne est en allemand, c'est du gothique. Là, sur la page de droite, la première colonne est en espagnol, en romain, et l'italien est en italique. D'ailleurs, le nom italique. Et il y a une séparation des langues, et donc la grande colonne du bas est en latin. Livre multilingue. Donc, oui, l'italique est vu comme un caractère typiquement italien. Ici, vous avez un dictionnaire français-italien. Le français est au romain, l'italien en italique. Ça aurait pu être l'inverse. Dans l'autre partie du dictionnaire qui fait la traduction dans l'autre sens, l'italien reste en italique et le français reste en romain.
Cette séparation entre ici chaque langue ayant son écriture perdure pendant assez longtemps. Ici, vous avez un mélange, voilà, entre caractère latin pour ce qui est en français, caractère romain, pardon, pour ce qui est en français, et pour ce qui est en allemand, du gothique traditionnel, car le gothique a survécu plus longtemps en Allemagne. C'est assez intéressant de regarder pourquoi, quand on pense à des réformes de l'orthographe ou des changements dans l'écriture. Il y a différentes raisons. Il y a d'abord une question nationaliste. Pour Luther et les réformateurs protestants, la lettre romaine venait tout droit d'Italie. C'était l'écriture papiste. Ils voulaient un caractère purement germanique. Bon. Plus tard, période napoléonienne, la lettre romaine, on voit pour Hortense et Napoli, c'est la lettre de l'envahisseur. Donc, encore, il y a une question de réaction nationaliste. On dit, mais là également j'ai une seule source qui me l'indique, que le chancelier Bismarck refusait de lire un texte composé en romain. Il acceptait uniquement le gothique. Ce genre de caprice d'homme politique n'était pas nouveau. Il semblerait également que Louis XIV ne lisait que des manuscrits. L'imprimé, c'était bon pour la plèbe. Il voulait des choses écrites à la main. Donc, une autre raison qui fait que le gothique a survécu, donc il y a une question nationaliste peut-être, c'est aussi une question pratique. C'est qu'en allemand, vous avez des mots comme Waffenstillstand-Bedingungen. Il faut réussir à faire tenir tout ça dans une colonne. Vous avez intérêt d'avoir un caractère bien serré, ça aide. Ça vient de la longueur des mots en allemand. Pour ceux qui ne seraient pas familiers de la langue allemande, voici un mot tout à fait banal, Lastkraftwagenfahrer, passablement long, qui donc se compose de 4 mots collés ensemble. Last, Kraft, Wagen et Fahrer, correspondant en français à charge, force, véhicule, chauffeur, qu'on peut traduire par chauffeur poids lourd. Il faut 3 mots en français. L'allemand s'en sort avec un seul, mais un seul très long. Le mot le plus long en allemand n'existe pas. On peut toujours faire plus long. Officiellement, le plus long, c'est celui-ci. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, qui est le nom d'une loi votée en 1999. Alors, elle a été retirée depuis. Il y a d'autres lois qui la remplacent. Par le Parlement de Mecklembourg-Poméranie, qui comporte 63 lettres. Et aussi sa version abrégée. Dans des textes légaux, c'est bien d'abréger cette fois le nom des lois, qui donne, donc en français, loi sur le transfert des obligations de surveillance de l'étiquetage de la viande bovine. Donc, on peut toujours faire plus long. Il suffit de coller un mot suivant, ça rajoute du sens, c'est techniquement possible. Donc, on a besoin de gagner de la place. L'usage du gothique permet de gagner de la place. Par exemple, vous avez ici un S court, un S habituel, disons. Et en gothique, on utilise fréquemment ce S-là, un S long, qui, vous le voyez, prend à peu près la largeur d'un L, c'est-à-dire qui prend moins de place. La règle d'usage, c'est que vous l'utilisez au début d'un mot, au milieu d'un mot, et si la lettre apparaît à la fin, ça sera un S court. Par exemple, dans le mot Straße, la rue, vous avez un, et donc quand il y a 2 S, on en met un long et un court. Et pour gagner encore de la place, on les fait ensemble d'un seul coup. Ce signe s'appelle un S7. Il y a des doutes historiques si c'est une ligature de 2 S ou de S et Z, comme ici dans cette tombe qui se trouve à Metz. Enfin, non, pas à Metz, dans la région de Metz. Où on voit clairement que c'est un S et un Z. Ce signe qui a une particularité un peu étrange, c'est que quand on le passe en capitale, clac, ça redevient 2 lettres séparées. Ou en petite capitale à la 3e ligne, le S7 se resépare en 2 S. Il y a eu un changement donc, assez récent en allemand, où actuellement donc, il y a une version à S7 capitale, utilisée ici, Mühlefeldstraße. Alors bon, personnellement, je trouve que ça ressemble trop à un B pour bien fonctionner. Ça a été validé par le Conseil pour l'orthographe allemande. Donc il n'y a pas d'académie comme l'Académie française, il y a un Conseil pour l'orthographe allemande. Ce sont alors, deux grosses différences. Les membres
viennent de pays germanophones, contrairement à l'Académie française qui est composée de français et de quelques prétextes pour faire bonne figure. En passant, aujourd'hui 50% des francophones vivent en Afrique, ça sera probablement 80% d'ici 2050. Est-ce que ça se reflète dans la composition de l'Académie française? Je ne sais pas. Et les 41 membres, c'est à peu près le même nombre, les 41 membres du Conseil pour l'orthographe allemand sont linguistes. Ils ont peut-être moins de talent mondain, mais peut-être plus de talent pour analyser la langue. Donc ils ont accepté cette forme. Autre raison de l'importance de la conservation du gothique en allemand, c'est que vous voyez ici les lettres qui ont des ascendantes, des choses qui montent, et des descendantes. On voit qu'en gothique, il y en a plus. Le X a une descendante, le Z également, le S long aussi. Ça rajoute des choses qui dépassent en haut et en bas. C'est encore plus le cas en capitale, où on a beaucoup de lettres avec des descendantes, alors que dans l'écriture latine, l'écriture romaine, pardon, seul le J, et encore pas toujours, et le Q ont une descendante. Ça a de l'importance parce que ça change la silhouette du mot. Souvent, quand on lit dans des mauvaises conditions, si c'est mal imprimé, si on ne voit pas bien, ce qu'on lit, c'est la silhouette du mot. Ce n'est pas chaque lettre séparée, évidemment. Il se trouve que dans la construction de la langue, les langues latines, comme le français, fonctionnent surtout autour des voyelles. C'est les voyelles qui sont importantes. Les langues germaniques, comme l'allemand, font beaucoup plus usage, proportionnellement en nombre, en statistique, font beaucoup plus usage des consonnes. Et on voit que les lettres qui ont des ascendantes et des descendantes sont principalement des consonnes. J'ai compté le point du I comme une ascendante. La preuve, voici quelques mots allemands comportant très très peu de voyelles et beaucoup de consonnes. Schimpfst, schmolzt, schnupfst, schnarcht et schrumpfst. Qui signifie, ce sont des onomatopées. J'ai oublié de transcrire la signification. Et je ne peux pas vous la dire, je ne me rappelle pas comme ça. Alors, mais en gros, c'est éructer, roter, enfin des choses de ce genre-là. Pourquoi cette différence entre consonnes et voyelles? Les écritures, les langues latines, français, italien, espagnol, portugais notamment, se basent sur et l'écriture latine se base au départ sur des capitales romaines, une écriture qui a très bien vécu, qu'on arrive toujours à lire aujourd'hui, qui a très peu changé et qui se base sur 4 formes géométriques qui vous permettent de construire l'alphabet entier. Alors que l'écriture gothique est beaucoup plus fleurie, on va dire. Même si là, le texte est en latin, on voit qu'il y a énormément de... On est loin de la géométrie. Et du coup, ça s'applique principalement aux consonnes. Il y a plus de consonnes en allemand. Donc, d'une certaine manière, pour la langue allemande, le gothique est plus lisible. Le gothique a disparu officiellement en Allemagne par ce décret que probablement beaucoup d'entre vous ont déjà vu. C'est une circulaire du 3 août 1941 qui dit que l'écriture gothique, soi-disant appelée gothique, qui se présente comme allemande, est en fait juive. Ce qui est complètement idiot. Elle n'a jamais été. Mais bon, quand vous voulez envahir l'Europe, que vous commencez à mettre des panneaux de signalisation dans les villes que vous envahissez, c'est bien si les locaux arrivent à comprendre, à lire ce qui a été écrit. Donc c'est mieux de passer à une écriture plus commune et d'abandonner l'écriture gothique. Et donc on trouve une excuse. Donc ce qui est assez sympathique, c'est que si vous regardez le papier en tête du Parti national-socialiste, donc du parti nazi, c'est toujours en gothique. Ils n'allaient pas gaspiller le papier non plus en temps de guerre. On peut aussi remarquer que le Reichstag, donc le Parlement allemand reconstruit, s'est vu affublé d'une devise au peuple allemand, en gothique, mais surtout pas la gothique fracture germanique, une gothique beaucoup plus ancienne, avant qu'il y ait des problèmes, beaucoup plus ronde et sage, et un peu artificielle aussi. La gothique aujourd'hui survit. Bon, là, c'est pas exactement aujourd'hui, mais bon.
c'est en 1888, si je lis bien, ou 3. Voilà, beaucoup de manches, enfin un certain nombre de titres de journaux conservés du gothique, ça fait sérieux. Voilà, vous voulez être un journal de référence, avoir votre titre composé dans ce style d'écriture, ça en impose un peu, encore aujourd'hui. Mais bon, nouveaux usages, peut-être. Pourquoi pas un bar dancing en gothique? Je n'aurais pas forcément choisi ce type de lettre-là pour ce type d'établissement, mais pourquoi pas? Donc on voit qu'il y a des cristallisations politiques autour de l'écriture dans le monde entier. Par exemple, en Finlande vit une petite minorité suédoise, 5,1% de la population, principalement sur la côte ouest, la côte qui regarde la Suède. Mais la loi finlandaise fait que tous les enfants finlandais doivent nécessairement, la seconde langue qu'ils apprennent après le finnois, c'est le suédois, même quand ils sont complètement à l'est, à la frontière russe. Du coup, il y a un mouvement pour se débarrasser de cette loi, qui ont pris comme symbole le A avec un petit rond dessus, une lettre A rond en chef, le nom officiel, une lettre purement suédoise, et donc voilà, ils la jettent à la poubelle. Bon, c'est leur logo. Également, fixation sur l'écriture. Au début des années 90, il existait une langue qu'on appelle le yougoslave, qui avait différents dialectes, différentes versions. Aujourd'hui, vous avez plusieurs langues qui sont clairement, tout le monde se revendique d'avoir clairement une langue différente. Vous avez le bosnien, le croate, le serbe, le macédonien et le monténégrin, qui sont des langues qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Bon, quand on traduit le mot fille dans ces différentes langues, on voit quand même que c'est très 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 proche. Là, le serbe est écrit, le serbe et le macédonien sont écrits en caractère latin, alors que normalement c'est en cyrillique. Il semblerait que les bosniens soient plus souples sur l'orthographe de leur nom. Par exemple, sur les paquets de cigarettes, ils mettent 3 langues. Ils mettent la version en bosnien, en croate et en serbe. Bon, il se trouve qu'il y en a 2 qui sont absolument identiques, et ils la mettent 2 fois quand même. Donc, toutes ces questions pour savoir, est-ce que le bosnien, le croate et le serbe sont des langues ou des dialectes? Il y a une réponse très simple qui était celle du linguiste Max Weinreich, qui l'a édictée en yiddish. Une langue est un dialecte avec une armée et une marine. C'est la seule différence. C'est qu'il y a un État qui en prend soin. Il y a quelques exceptions, mais voilà. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que c'est un choix de définir comme une langue. Un choix culturel revendiqué, assumé, affirmé. Mais parfois, ce qui est intéressant dans le dessin de caractère, c'est que parfois, il y a des influences culturelles qui se font sans qu'on le revendique. Par exemple, donc, M. Weinreich parlait yiddish. Il était donc juif d'Europe centrale. La calligraphie hébraïque est extrêmement rigide. Vous avez à peu près aucune latitude pour modifier la forme d'une lettre. C'est extrêmement figé dans l'idée que c'est une écriture qui doit fonctionner pour une diaspora, que voilà, un juif de Pologne se rendant en Espagne doit être capable de lire. Donc on conserve l'écriture très fortement. Cependant, voilà, il se trouve que les lettres hébraïques faites dans un contexte d'écriture gothique ont eu tendance à devenir, il y a aussi une question d'outils, mais ont eu tendance à devenir un petit peu anguleuses, comme l'écriture gothique. Alors que celle des juifs ashkénazes et celle des juifs séfarades, qui étaient au contact de l'écriture arabe en Espagne, c'est beaucoup plus rond, beaucoup plus souple, ça ressemble un peu à de l'arabe, ça ressemble un peu à du gothique. Donc ça passe doucement, et c'est une construction. Comme l'histoire d'une langue est une construction, prenons le cas du français, qui, brièvement résumé, commence avec les légions de César. Vous avez une base celtique, un gros apport latin, puis germanique. D'ailleurs, le nom de la France et de la langue française sont les Francs, qui étaient des Germains. Ça a un peu été évacué au XIXe siècle pour des raisons politiques, mais voilà, le français est la langue la plus germanique des langues latines.
Ce qui fait que beaucoup de mots germaniques ont été nettoyés de la langue. Vous aviez ces deux mots, sur et main, qui ont été remplacés par acide et beaucoup, qui sonnent beaucoup plus latin. On peut remarquer qu'en anglais, sur a survécu sao, et acide également, et quand vous dites many, c'est l'équivalent de main en français. Parce que les Anglais n'avaient pas ce complexe d'être la moins latine des filles latines du latin. On a vu apparaître des doublons. Par exemple, le latin masticare, par usure naturelle, vous voyez, les langues évoluent et s'usent progressivement, est devenu mâché au Moyen-Âge, puis mâché avec le circonflexe, et a été rajouté, ensuite reformé à partir de la source latine, le mot mastiquer. Et aujourd'hui, on a les deux, mâcher et mastiquer. Pareil pour fragilis, qui est devenu frêle par usure, puis frêle avec le circonflexe, et on a créé fragile. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ça soit pour mastiquer ou pour... pas pour mastiquer, mais pour fragile, j'ai l'impression que le mot fragile est plus dans un langage beaucoup plus courant que frêle. Aujourd'hui, si vous parlez à un petit enfant, il connaîtra le sens du mot fragile, peut-être pas le sens du mot frêle. Avec un accent circonflexe qui se balade dans déclaration. De cela résulte une difficulté de la langue française, c'est que ici j'ai blanchi les lettres qui ne se prononcent pas et grisé les lettres qui ne se prononcent pas comme elles devraient quand on apprend l'alphabet. Voilà, la déclaration, le T se prononce comme un S, alors que c'est un T. Ça fait quand même beaucoup dans l'ensemble. C'est ça que visent les réformateurs quand il y a réforme de l'orthographe. Un exemple caricatural au français est celui-ci. Vous apprenez votre alphabet, et puis après vous prononcez ça oiseau. Si vous vouliez être phonétique, ça serait quelque chose comme ceci. Le problème, c'est que, vous voyez, moi j'ai prononcé oiseau. Est-ce que vous écrivez? Comment vous faites la différence entre O et O? Quelle version du français vous prenez comme base pour la transcription? Là, l'élément le plus difficile étant ces 4 sons, très typiquement français. Un, on, un, en, dans un bon vin blanc. Le 1, peut-être qu'une bonne partie d'entre vous ne le prononce plus déjà, parce que c'est un son qui est en train de disparaître. La plupart des Parisiens disent un bon vin blanc. Plus on descend vers le sud, disons, plus le son résiste. Et ce son 1, voici les différentes façons de l'écrire. Tout ça, ça fait le son 1. Ça, si vous montrez ça à un non-francophone qui apprend le français, ça fait un peu peur. Alors, les quelques dernières lignes à partir de 1, 1, 1, 1, 1, ça concerne uniquement la partie nord, disons. Pour la partie sud, c'est un son différent. Pourquoi ne pas, si on veut faire les réformes les plus simples pourraient être, comme ça a été fait en italien, voilà, c'est PH, c'est Y, c'est TH, qui montre l'origine grecque du mot. Comme si, voilà, on reste dans une conception très d'ancien régime, on a besoin d'avoir des ancêtres pour être légitime. En italien, peut-être simplement parce que l'italien est plus proche de la source latine, il y a eu moins de complexes à remplacer par des F, pardon, là ça serait une proposition, à les remplacer par des F et d'abandonner certaines lettres muettes. Je ne dis pas que je suis pour ces choses-là, je dis que ce seraient des possibilités. Ce qui se passe en français, c'est que dans des mots comme ceci, on pourrait les écrire comme ça. Paix, homme, femme, temps. Pourquoi pas? Mais on a ces X, ces H qui sont là pour nous rappeler que le français est bien latin, parce que ce sont des lettres latines. Au XVIIe siècle, disons, le lecteur qui lit le français a appris à lire avec du latin. Et quand il lit du français, il lit du latin à travers le français. On voit l'étymologie du mot. Mais voilà, même si l'on est pour cette idée de réforme assez radicale, ça ne marchera pas, malheureusement. À cause d'une chose également typiquement de la langue française, qui n'existe apparemment dans le monde qu'en persan, ce sont les liaisons. Et oui, nous sommes tellement imprégnés d'écrit que l'écrit influence notre prononciation.
Alors, tout dépend le niveau de langage que vous voulez utiliser. Vous pouvez dire « nous avons attendu », ou si vous voulez être un peu plus élevé, vous pouvez dire « nous avons attendu ». Voilà, on fait des liaisons entre les mots. C'est quoi le français? Imaginez quand on en a sans liaison, quand on en a, ça serait un peu inaudible. Ces liaisons viennent d'un fait linguistique, c'est-à-dire que, par exemple en anglais, schématisé ici, vous avez un accent tonique au début du mot. En allemand également, mais avec des mots plus longs. Généralement, en allemand, de l'eau en allemand se dit Wasser, en insistant sur le va. Un allemand qui veut imiter un français parlant allemand va dire Wasser, insistant sur le sœur. En italien, c'est généralement l'avant-dernière syllabe qui est accentuée, avec des exceptions. Et en français, il n'y a pas vraiment d'accentuation. On peut parler comme ça pendant 1 heure, c'est faisable, tout le monde comprend, même si ça n'est pas très intéressant. Et quand on accentue, c'est la dernière syllabe. Ce qui fait que pour pouvoir prononcer du français, prononcer de l'anglais, la langue anglaise, par exemple, utilise une grande partie des muscles vocaux. Pour pouvoir prononcer de l'anglais correctement, il faut être souple. Le français utilise surtout l'avant. C'est ce que les gens du Sud appellent le parler pointu. Ça se passe vers la pointe de la bouche. Et pour ça, il faut moins de souplesse, mais plus de muscles. C'est comme ça qu'on repère un anglophone. Il a la voix qui tombe à la fin des mots et à la fin des phrases. Et c'est pour ça qu'on fait des liaisons aussi. C'est parce que on veut tenir sur ce niveau. Le problème quand on veut réformer l'orthographe, c'est que, qu'est-ce qu'on fait de ça, par exemple? Ok, 10. Mais dans ce contexte-là, ça devrait s'écrire DIZ. Dans ce contexte-là, ça devrait s'écrire DI. Oups, pardon. Lequel on choisit? L'ultra-simplification de l'orthographe ne peut pas fonctionner non plus parce que, à cause de ces liaisons. Et donc, c'est forcément un compromis. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est le rapport à la langue. Quand il y avait les débats sur les réformes de l'orthographe, j'avais entendu une émission radio où il y avait un auteur suisse-alémanique à qui on demandait « alors, est-ce qu'il y a ce genre de débat dans votre pays? Comment ça se passe ?» Et il disait c'est absolument impensable pour un Suisse alémanique et pour un Allemand en général d'ouvrir un dictionnaire pour regarder si un mot existe. S'ils l'utilisent et qu'ils sont compris, il existe. C'est juste le dictionnaire qui est en retard. C'est une conception très française d'attendre qu'une institution valide ou non. C'est le rapport qu'ont les gens à la langue. Par exemple, en français, les noms de grandes villes, disons de capitales, on les francise. Moscou, Naples, Londres et Varsovie. On n'écrit pas Moskva, Napoli, London et Warsaw. Bon. Certaines langues le font sans scrupule. En letton, vous avez Cambridge, New York, Leipzig et Aix-en-Provence. Si vous avez Aix-en-Provence, en letton, s'écrit comme ça. Bon, peut-être qu'ils prononcent les noms étrangers bien, du coup. Donc, il correspond à l'orthographe d'origine. En letton, ils le font également. Alors là, ils y vont fort. Ils le font également pour les noms de personnes. Charles de Gaulle, Don Quichotte, Hermann Göring et Giovanni Boccaccio. Voilà, ils transforment les mots. La même chose se fait en albanais. Vous avez Margaret Thatcher, George Bush, William Shakespeare et Jane Austen. Sans scrupule. Ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que quand il y a des réformes d'orthographe, je parlais des francophones africains, ça vient de l'extérieur. C'est beaucoup plus facile. C'est ce qui se passe actuellement en anglais, où déjà aujourd'hui, il y a plus de locuteurs anglais dont c'est la langue seconde que la langue première, et qui ont tendance à simplifier des règles, des complications. Par exemple, les verbes irréguliers ont tendance à devenir réguliers de plus en plus souvent. Et cette influence des apports étrangers n'est pas nouvelle non plus. Voici le mot anglais ghost, donc fantôme, dans son orthographe ancienne. Bon. Aujourd'hui, ça s'écrit comme ça, avec un H. L'orthographe anglaise est aussi compliquée que l'orthographe française, voire pire. Pourquoi ce H? Eh bien, c'est que William Caxton, premier imprimeur installé en Grande-Bretagne, était allé se former aux Pays-Bas. Ses ouvriers, typographes qu'il avait ramenés, étaient néerlandais. Et en néerlandais de l'époque, un fantôme s'écrivait comme ceci.
geest, avec un H. Donc ces néerlandais ont eu tendance à rajouter ce H, comme ça faisait ressembler le mot un peu plus à ce qu'ils connaissaient. Bon, en l'occurrence, en néerlandais d'aujourd'hui, le H a disparu, mais il est resté en anglais. Et il y a des couches comme ça, en anglais particulièrement, très nombreuses. Un autre rapport néerlandais, c'est, voilà, il y avait le son ei, écrit II à l'origine, qui pouvait facilement confondre avec un U. Donc, on rallonge le deuxième I, ça règle pas mal de problèmes. Et après, quand on rajoute les points, c'est encore mieux. Donc, ils ont inventé ce qui s'est appelé le I de Hollande. Au départ, on appelle aujourd'hui un J. Ici, vous avez des noms tout à fait contemporains de footballeurs néerlandais qu'on trouve parfois orthographiés comme ceci et parfois comme ça. Les deux sont acceptés aujourd'hui en néerlandais. Le Y pouvait prendre la place d'un IJ. Et donc, c'est une lettre qu'ils ont inventée. Et donc, le IJ, I, comme vous voyez ici, c'est une seule lettre, comme notre OE en français. Ce qui est intéressant par rapport, si je reviens au débat qu'il y a eu sur les réformes d'orthographe, sur les questions de genre grammatical, avec toutes les questions de l'écriture inclusive. En néerlandais, vous pouvez avoir cette discussion. Elle a de belles jambes? Oui, il en a de belles. Où le genre change dans la réponse. C'était féminin et ça passe au masculin. Alors pour que cette phrase ait lieu, il faut que le premier locuteur soit néerlandais et le deuxième belge. Et qu'il parle des jambes d'une table. Oui. Donc, cette question du genre, des mots, j'arrive pas à avoir un avis, disons, tranché sur la question. Est-ce que ça influence notre perception des mots eux-mêmes? Ce qui serait l'opinion des gens partisans de l'écriture inclusive. Voilà, en français, vous avez le soleil et la lune. Aurait-on une tendance en tant que francophone à considérer que le soleil est quelque chose de masculin et que la lune est quelque chose de féminin, sachant qu'en allemand c'est l'inverse. La lune est féminine et le soleil masculin. Est-ce que dans la conception des Allemands, ça fait vraiment une différence? Est-ce que ça influence notre vision du monde? Par exemple, le fait qu'en français, voilà, vous avez 1 million de femmes et un homme, ça passe au masculin. Est-ce que ça indique une infériorité de la femme? C'est l'inverse en kurde. Une seule femme et tout passe au féminin. Je ne sais pas si la femme kurde est mieux considérée que la femme française. Ça a une influence limitée. Un cas assez volontariste de changement de choses, ça a été fait par ce monsieur. Donc en 1967, il s'appelait, je ne sais pas s'il est encore vivant, Bror Rexed, c'était le directeur de la sécurité sociale suédoise, qui a annoncé dans la presse, le 3 juillet 1967, qu'il allait tutoyer ses employés et qu'il attendait qu'ils fassent de même. Bon. Il faut dire qu'il partait de très loin. Voici comment l'un de ses employés se serait adressé à lui. C'était assez empesé quand même comme formulation. Ça, c'est d'un inférieur à un supérieur. D'un inférieur un peu moins inférieur, ça donnerait ça. D'un égal, ça prendrait ça. D'un frère ou membre de la famille, de la même génération, ça prendrait ceci. Ça, c'est uniquement les enfants qui l'appelleraient comme ça, toujours avec vous. Et ça, c'est quand c'est seulement des adultes qui parlent à des enfants ou alors à des domestiques. Apparemment, cette grande hiérarchisation au niveau de langue se pratique encore dans la famille royale, mais c'est à peu près tout aujourd'hui. Cette réforme est assez bien passée. Les Suédois d'aujourd'hui ont tendance à réinstaurer des vous, l'équivalent du vous, principalement dans des magasins pour flatter le client. Mais il y a une nouvelle chose qui apparaît en Suède, c'est le neutre. En français, en passant, on a du neutre. C'est le on. On sonne à la porte, ça ne dit pas si c'est un homme ou une femme. Au lieu de pratiquer l'écriture inclusive, on peut peut-être utiliser on. Mais en suédois, il n'y avait rien, jusqu'à très récemment, où apparaît le n, alors parfois orthographié comme ça, parfois comme ceci, qui est à la portée du suédois, qui correspond à un neutre, ni féminin, ni masculin, quand on ne veut pas préciser. En Suède,
pays très démocratique, ça se fait vraiment par le bas. Souvent, ces décisions, les décisions qui concernent l'écriture, quand elles se font par le haut, c'est le principe des réformes de l'orthographe en français, ça ne marche pas quand ça se fait par le haut. Typiquement, voici le dessin officiel du sigle euro, fait par des bureaucrates. Évidemment, vous pouvez ouvrir n'importe quelle police de caractères, toutes les spécifications de largeur, d'épaisseur, personne n'a jamais suivi ça. Et d'ailleurs, pour se moquer de ce genre de choses, vous aviez le caractère Comic Sans, dont le premier signe euro avait un petit œil, jusqu'à ce que la Commission européenne fasse fermement pression sur les distributeurs de ce caractère pour retirer ces choses qui les tournaient en ridicule. Mais c'est un signe très utilisé. Ce signe-là, le signe d'estimation, par exemple, si vous avez environ 1 litre dans une bouteille de lait, là, toutes les polices de caractères utilisent exactement celui-là parce que personne ne prend le temps de s'amuser à dessiner ça. Aucun intérêt. C'est beaucoup moins fréquent et c'est moins sujet à discussion. Autre signe monétaire assez intéressant, c'est celui-là, le dollar, qui a 2 barres dans l'imaginaire collectif. En réalité, souvent, il n'y en a qu'une quand vous regardez un texte imprimé. Première question, c'est assez étrange. Pourquoi un S pour un mot qui commence par un D? Essayons de voir ça. D'où vient le mot, tout d'abord? Dollar vient du néerlandais Daler, qui vient lui-même de l'allemand Thaler, qui signifie de la vallée, qui vient d'une vallée précise, Sankt Joachimsthal, la vallée de Saint-Joachim, qui se trouve aujourd'hui en République tchèque. Oui, il y a beaucoup de mouvements. Qui en fait était un lieu où se trouve encore, alors c'est tout petit, mais c'est le lieu qui a fourni l'Europe en argent, métal, le métal argent pendant des siècles. Donc on extrayait de l'argent de ces mines, et donc c'est devenu, d'ailleurs on parle d'argent, de monnaie, était utilisé pour faire la monnaie. Mais maintenant, pour le signe, pourquoi un S? Une interprétation que je trouve personnellement assez douteuse serait que ça vient de ce ruban qui entoure un pilier sur les armes royales espagnoles et qu'on trouvait sur les pièces de monnaie mexicaines, donc, qui fait ressembler à une sorte de S barré. C'est assez douteux, mais ça voudrait dire que le dollar est mexicain, ce qui devrait plaire à M. Trump. Beaucoup plus plausible, mais moins romantique, quoique. Voici une pièce produite dans le Sankt Joachimsthal, dans cette fameuse vallée de Saint-Jacques. Sankt Joachimsthal, en latin, Sanctus Jacobus, abrégé SI, superposé, et vous avez le signe. Ça me semble beaucoup plus plausible. On voit que donc, il y a une suite d'abréviations, ce qui est assez fréquent pour la création de signes typographiques. Ce signe que vous avez ici en rouge et en bleu, qui marque le début d'un passage, là ça doit être un sommaire ou quelque chose comme ça, qu'aujourd'hui on trouve dans les logiciels de traitement de texte à la fin, est en fait également une abréviation du latin caput, qui signifie la tête. Vous gardez le début et la fin, vous allongez, alors ce n'était pas le cas dans cette version-ci, ce n'est pas allongé, vous l'allongez, vous les collez ensemble et vous obtenez donc ce signe-là, qui est donc ce qu'on appelle un signe paragraphe. Un moyen de gagner de la place, pour faire à l'oral comme à l'écrit, c'est d'éliminer, quand on a un mot qui se termine avec une voyelle, un qui commence par une voyelle, on élimine la voyelle tant à l'oral que par l'écrit, avec un petit signe, donc qu'on appelle un apostrophe en français, avec un usage que je déplore, récent, et ça a commencé, la première fois que je l'ai vu, disons, c'était avec lui, 5 jours en compagnie de Alain Badiou. C'est les livres d'Alain Badiou, des apostrophes, je ne vois pas pourquoi. On garde ce E, je ne sais pas si c'est pour mettre en évidence le nom propre. Souvent, quand on a des gens qui commencent avec une voyelle, il y a ce E de Alain Badiou qui reste. Bon. L'apostrophe, donc, qui est italien, importé en France en 1502 par Balthazar Gabbiano, un contrefacteur lyonnais,
qu'il a importé en copiant un livre italien, tout simplement, et qui est utilisé, un de ses premiers usages, mais peut-être pas le premier, dans l'adolescence clémentine de Clément Marot, qui lui a été un réformateur assez virulent. On le voit ici. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'était pas non plus excessivement systématique. Dans le titre, voilà, tout simplement, il n'y a rien. Et on laisse du vide. Chose importante en typographie numérique aujourd'hui, c'est de faire la différence entre les faux apostrophes et les vrais. Les faux étant tout droit et les vrais tournent. Les faux viennent, l'usage de faux apostrophes vient simplement du clavier de machine à écrire, là encore, où ça pouvait servir à la fois dans un sens et dans l'autre. Ça économisait un signe. Et ça s'est retransmis au clavier d'ordinateur. Donc là, on les utilise, ces apostrophes, en anglais, même si vous voyez que ça peut prêter à confusion dans un texte. On ne sait pas trop entre T et S si c'est l'apostrophe ou si c'est la fin des guillemets. C'est pour ça que généralement, on utilise plutôt des doubles, des guillemets doubles. Mais en français, évidemment, on préfère utiliser les guillemets nationaux, les guillemets bas, bon, qui là, pour le coup, sont très gros. Voilà, à la française. Pourquoi cela? Si ce n'est par tradition, il y a une raison pratique. C'est que voilà, l'eau, en anglais, voilà ce que ça donnerait en français. 3 petits trucs en l'air l'un derrière l'autre, c'est pas très esthétique, ça fait un trou dans la ligne. Ceci fonctionne beaucoup mieux. C'est beaucoup plus régulier. Et la volonté des typographes dans un texte courant, c'est de la régularité. Voici quelques usages internationaux de ces anglais. Alors, américain-anglais, c'est pas forcément fixe. Français standard, vous avez français maniériste, guillemets simple, bon, rarissime. En allemand, vous pouvez faire, si vous voulez faire un peu distinguer, vous les utilisez, mais pointe vers l'intérieur. Et vous avez la version allemand courante, disons, avec le 66-99. Je me suis de nouveau perdu. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que en anglais, on parle de guillemotte. Guillemotte, qui est le nom d'un oiseau. Et pourquoi pas Guillemet, qui est une abréviation de Guillaume. Probablement, ils ont été nommés d'après le graveur Guillaume Lepée. C'est simplement Adobe, fabricant de logiciels comme InDesign ou Illustrator. Ils reconnaissent s'être trompés quand ils ont nommé le premier set de caractères. Et ça s'est largement diffusé dans les pays anglophones. Et ils ont donc appelé ce signe Guillemot, qui est cet oiseau marin à l'origine, et qui sert aussi maintenant en anglais à désigner les guillemets français. J'avais fait, pour la préparation d'un cours sur le vocabulaire typographique à mes étudiants, j'avais recherché l'étymologie du vocabulaire typographique en anglais. 98%, c'est du grec. Ça vient du grec. Sauf, il y a quelques rares exceptions, peu de mots français, ou alors du grec via le latin et le français, mais il y en a un, illustré par cette splendide image, un signe typographique très courant en informatique. C'est une onomatopée, slash, qui vient du français esclachier, donner un coup de fouet. Parmi les mots, donc c'est 98% d'étymologie grecque, on revient à une image qu'on avait tout au début. Il y en a un qui est assez charmant, c'est l'étoile. Une petite étoile, en grec, astériskos. Astériskos qui ressemblait à ça au départ. Voilà. Une croix avec des petits points, ou la version en croix de Saint-André, qui était utilisée pour signaler dans un texte les passages importants. Là, il y en a beaucoup dans ce texte-là. On montre ici, faites attention, on utiliserait du gras, ou peut-être de l'italique ou de la couleur aujourd'hui, donc qui signale les passages importants. Évidemment, Astérix est accompagné de son fidèle compère Obélix, car nous avons un autre signe, l'Obélus, qui va avec l'Astériscus. Il semblerait que le grand-père de René Goscinny était imprimeur. C'est peut-être pas un hasard. Donc, l'Obéliscos ou Obélus, c'est une barre. Alors, le signe a été récupéré ensuite en mathématiques pour la division.
Il a été créé, semble-t-il, par Aristophane de Byzance au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est l'équivalent des passages quand on met des crochets carrés dans des citations. Bien sûr, ça parle des obélisques. Et ça sert à indiquer qu'un passage est douteux, ou qu'on l'a réécrit, ou qu'on n'est pas certain, voilà, qu'on a une intervention de l'auteur sur un texte cité. Donc l'obélisque, également à l'origine de ce signe dont je suis sûr que personne ne savait que ça s'appelle un obèle masculin. Généralement, on appelle ça une croix mortuaire, parce que c'est utilisé pour ça. Le terme typographique fréquent aujourd'hui, c'est une dague. Également, c'est dessiné comme une dague, plus que comme une croix d'ailleurs. Une dague qui, en anglais, s'appelle diésis quand on la double. Diésis qui correspond en français au dièse. Dièse simple et dièse double. C'est peut aussi être intéressant de voir le passage entre une écriture de la langue et une écriture de la musique, par exemple. Par exemple, si vous savez que dans la notation germanique ou anglo-saxonne, on ne parle pas de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais de A, B, C, D, E, F, G, le A correspondant au La. Et donc on remarque que le sol, c'est un G. Bon, vous prenez un G, vous voulez faire une jolie partition, vous le faites un petit peu ornementé, et voilà ce que ça devient. C'est un G stylisé, en fait, la clé de sol. Donc je vous disais que parfois les transitions d'un sujet à l'autre allaient être un peu tirées par les cheveux. Celle-ci va l'être et c'est la dernière. En parlant de musique, dernier mot grec. S'il y a des violonistes, par exemple, parmi vous, ceci s'appelle de la colophane, pour qu'on passe sur les cordes de l'archet. Colophane qui vient d'une petite ville, que vous voyez ici, Colophon, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Les mêmes textes, c'est une ville turque aujourd'hui qui est donc en pays grec. Colophon, qui est aussi un mot utilisé par les imprimeurs et les typographes, parce qu'apparemment les guerriers de Colophon étaient très réputés, les cavaliers de Colophon, mais aussi très, très réputés pour leur bravoure, mais aussi réputés pour arriver en retard à la bataille. Ce qui voulait dire que quand on les voyait arriver, on savait qu'on était près de la fin. D'où cet usage repris en imprimerie. Voilà, quand on a le colophon, c'est qu'on est près de la fin. Donc merci beaucoup de votre attention. Est-ce qu'il marchait celui-là? Il est allumé. Il y a une lampe en tout cas. Je sais pas du tout. À quelle heure on se fait? Bientôt. Dans un quart d'heure. Merci beaucoup pour cette passionnante et très humoristique conférence qui a vraiment fait un panorama total de tout ce qu'on peut voir dans les écritures. Il nous reste un petit quart d'heure pour quelques questions. Je suppose qu'il va y en avoir un certain nombre. Qui ouvre le feu? Sur l'écriture gothique en allemand, oui. Est-ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, elle a été de nouveau autorisée? Parce que j'ai fait mes études en France, allemand, langue secondaire dans les années 70, et dans notre livre, tous les 10 chapitres, on avait droit, suprême récompense, à un texte écrit en gothique. Bonne chance. Disons que voilà, le décret officiel dont je vais montrer, je ne suis pas sûr qu'il a eu des effets énorme. Après, il y a eu un petit retour de mode, disons dans les années 60. Encore aujourd'hui, vous pouvez trouver des choses en allemand, mais c'est progressivement passé, disons. Il n'y avait pas d'interdiction de l'utiliser après la Deuxième Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas d'interdiction de les utiliser. C'est juste passé d'usage progressivement. Mais par exemple, il y avait le titre d'un journal suisse de Zürcher Zeitung, était composé en gothique jusque dans les années 60, le texte entièrement. Mais les Suisses germanophones avaient moins de complexes parce qu'ils n'étaient pas allemands. Et ils avaient d'ailleurs, semble-t-il, poussé les différences de dialecte. Apparemment, si vous demandez à un Allemand aujourd'hui d'écouter
un suisse allemand parlé, il aura du mal à comprendre. Il faudra des efforts. Apparemment, dans les années 20-30, c'était relativement proche. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Suisses germanophones ont clairement voulu montrer qu'ils n'étaient pas allemands et ont poussé tout ce qui les différenciait à l'oral. On poussait les différences avec l'allemand, mais du coup, on avait moins de complexe à utiliser de l'écriture gothique. Mais oui, ce que vous disiez, par exemple, ma mère avait une écriture manuscrite absolument effroyable, parce qu'elle a eu un parcours d'écriture, disons, compliqué. Elle est née donc en Suisse, mais d'une ferme à côté de la douane. Donc c'était plus facile d'aller à l'école en France qu'en Suisse. Il y avait eu un accord, ils allaient à l'école en France. Et donc là, ils apprenaient à écrire des lettres, l'écriture usuelle de l'enseignement en France, des lettres liées, pour l'école primaire. Ensuite, au collège, c'était en Suisse, où là, elle a dû apprendre à écrire avec des caractères séparés, entre guillemets, d'imprimerie. Et là, mes grands-parents l'ont envoyée pour apprendre l'allemand dans un internat de bonnes sœurs en Suisse allemande, où là, il fallait tout écrire en gothique. Et donc, elle a fait une espèce en plus, étant gauchère contrariée, elle a fait une espèce de mélange des trois. C'était absolument illisible. Il y a une spécificité du parler lyonnais qui est de traîner sur les hauts. On dit le Rhône, le Gaune. Oui. Qui d'ailleurs, en tout cas pour le Rhône, a un circonflexe. Peut-être que le Gaune pourrait en avoir un. Oui, mais effectivement, quand vous avez parlé de l'accent circonflexe, vous n'avez pas insisté sur le fait que ça change la prononciation. Enfin, dans le sud, on n'entend pas. On dirait le Rhône, oui. Alors qu'à Lyon, on va dire le Rhône, le fleuve. Mais là, il n'y a pas d'accent. Ce que je me demande, à Paris, on va dire aussi le Rhône. Je ne saurais pas dire, mais je me demande si l'accent circonflexe reflète une différence de prononciation qui existait ou si la différence de prononciation est apparue suite à l'accent circonflexe, où les gens ont commencé à différencier la prononciation à cause de la présence de l'accent circonflexe. Je ne sais pas si il y a une sorte de rétroaction de l'écriture, comme pour les liaisons, sur la langue. Je ne saurais pas, il faudrait parler à un linguiste historien. Oui. Allô ? Oui. Vous m'entendez là ? Oui. J'ai deux questions. La première, c'est qui a décidé de l'accent circonflexe ? Et ça a pris combien de temps du côté des typographes pour remplacer l'accent par un accent circonflexe ? La décision... Il faudrait que je vous dis ça de mémoire. Il faudrait prendre cet ouvrage dont je vous parlais. Les premières propositions d'utilisation, c'est au XVIe siècle. Et je crois que l'Académie française valide son existence au fin XVIIIe, milieu XVIIIe. C'est là qu'il commence d'ailleurs d'apparaître, on a vu les arrêts de 1787, c'est là qu'il commence d'apparaître dans des textes officiels. Mais on voit que jusqu'encore en 1822, il est bricolé. Donc ça, c'est pour la question de l'équipement des imprimeurs. Je pense qu'il a fallu... c'est pendant l'ère industrielle que c'était clairement rentré dans les usages qu'il y a eu un équipement général de ce genre de choses. Merci. Comment explique-t-on la différence entre l'allemand et le français au sujet des voyelles pour le français et au sujet des consonnes pour l'allemand ? Ça, c'est des questions de linguistique. Je ne saurais pas y répondre. Je ne suis pas compétent pour répondre à ces choses-là. Mais en tout cas, l'écrit, là, je pense que c'est une question linguistique orale et la présence des voyelles et des consonnes à l'écrit reflète un fait oral et pas l'inverse pour ce coup-là. Je ne pense pas que les Allemands pourraient se passer de tant de consonnes et inversement en français, on peut difficilement se passer des voyelles. D'ailleurs, quand il y a des réformes d'orthographe, ça concerne les consonnes très souvent. S'il vous plaît, le H aspiré et le hiatus. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? Très souvent, ce sont des H latins ou des H grecs qui ne sont plus prononcés et selon l'origine de mots, soit la séparation à l'oral est maintenue. Je pense que ça vient de l'origine des mots en question. Si c'est des H d'origine germanique ou latine,
Je pense qu'il y a moins de complexes à modifier les germaniques que les latins. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup en tant que scientifique, c'est qu'on ne pourra plus faire de physique atomique en Finlande, parce qu'il n'y aura plus d'Angström. Il n'y a plus Il n'y a plus d'Angström. Bon, c'est plus une unité officielle, d'accord, mais enfin, si on fout à la poubelle le A avec un rond au-dessus... Je ne sais pas si c'est les militants pour cet abandon, mais... cela dit, le A avec un rond dessus existe en danois aussi. Et il y a le cas de la ville de Aarhus, qui ne l'avait pas. Ça s'écrivait A-A-R-H-U-S. Il me semble que c'est dans les années 20, début 20e siècle. Probablement pour avoir l'air moins allemand et plus danois, on a mis le rond sur le A. Et dans les années 2010, pour des questions de site internet, où les gens ne savaient pas quoi faire avec cet accent, on est repassé à 2A. Officiellement, la ville a publié un décret qui disait que l'orthographe du nom de la ville a changé. Ce qui est faisable au Danemark, je doute que ce soit si facile ici, bien que si, je ne sais plus où c'était, à Issoire, en Auvergne, vous avez un I, si je ne dis pas de bêtises, dans le nom de la ville contemporaine. Et si vous regardez le blason de la ville, vous avez un très gros Y dessus, qui est le symbole de la ville. Qui est assez incompréhensible, du coup, par rapport à l'orthographe actuelle. Le signe. Le signe, donc, qui est le signe... qui est le signe du dièse, grosso modo. Son usage dans le hashtag, c'est avec l'invention de Twitter, Instagram, etc., que les informaticiens, les développeurs, ont récupéré un signe relativement peu usité, mais disponible facilement sur un clavier pour signifier quelque chose, tout comme le at des adresses email, ça a été récupéré comme ça, c'était sur les claviers de machines à écrire, peu fréquent, pas trop ambigu, donc hop, on l'utilise pour ça. Après, le signe lui-même, qui sert, je ne sais pas si c'est encore très fréquent, mais en anglais, qui sert à abréger le mot numéro. Au départ, c'est un N capital barré. Puis ensuite, par des formations successives, ça devient une sorte de hachure. La dernière question, parce qu'on va se faire jeter sous peu, ou l'avant-dernière, allez, disons. Bonjour. Alors, c'est pour un complément d'information à propos du hashtag. Oui. En fait, il était déjà utilisé dans les URL depuis fort longtemps pour faire des Juste encres. un petit peu plus près le micro. On l'utilisait dans les URL pour faire des encres, oui. Pour mener à l'intérieur d'autres pages web et non pas en haut des pages web. Donc, oui. Dans l'informatique depuis très longtemps. Finalement. Oui, il est utilisé, c'est vrai. Oui. Il est utilisé en informatique pour d'autres usages de codage. D'ailleurs, il y a pas mal de signes. La barre underscore, la barre inférieure, est utilisée pour des questions de codage. Quand on code une page internet ou un logiciel, il y a des signes entre guillemets invisibles qui servent à indiquer. Je sais, c'est probablement pas le cas, mais par exemple entre deux dièses, les informations, on indique dièse, bold, dièse, et tout ce qui suit va être en gras, par exemple, des choses de ce genre-là. Donc c'est pas apparu dans l'informatique. Ensuite, vous parliez tout à l'heure d'évolution du langage liée à l'extérieur. Oui. Par rapport à, là, ça serait par rapport au français. J'ai des connaissances au Canada et j'ai remarqué que certains mots pour le genre évoluent. En français, c'était un job et par exemple le Wi-Fi. Oui. Et au Canada, régulièrement, j'entends la Wi-Fi. La Wi-Fi. Le Wi-Fi. Etc. Du coup, vous mettez un doute, je ne sais pas ce que je dis, moi. Le Wi-Fi ou non, le Wi-Fi. Masculin. Ça a commencé avec le Wi-Fi. Alors après, il y a des évolutions qui peuvent venir de différentes sources. Je me rappelle avoir lu que... de toute façon, même, vous mettez une langue isolée qui n'a aucun contact avec aucune autre dans le monde, ça évolue aussi, tout seul. Simplement parce que vous avez des jeunes gens... vous prenez le bus en face de deux adolescents qui parlent, on ne comprend pas la moitié. C'est normal.
Et parce que chaque génération invente ses nouveaux mots, ses nouveaux usages, en garde une petite part une fois arrivé à l'âge adulte, et puis comme ça, par petits déplacements successifs, ça évolue. Excusez-moi, s'il Oui. vous plaît, j'ai une petite question à propos du dollar. Oui. Donc, on cherchait